Eh ben allez, bonjour à tous. Alors, dans la salle, je vais finir par connaître à peu près tout le monde. C'est ça qui est bien. Par contre, je n'oublie pas de remercier également les gens qui nous écoutent derrière leur écran. Donc, nous allons aborder notre quatrième journée sur la levée de fonds, un événement qui est organisé avec les docs numériques, l'usinerie et le village Baïséa. Et l'occasion pour moi de donner tout de suite la parole à Fiona. Merci, bonjour à tous. En quelques mots, les docs numériques, c'est un accélérateur de start-up. On accompagne les entreprises dans leur phase de croissance et de levée de fonds et on opère différents programmes French Tech. Merci Fiona. Anne-Sophie qui animera le chat et qui est aussi en distanciel. Oui. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne-Sophie Olièvre et je représente l'Usinerie Partners. Donc, nous sommes basés à Chalon-sur-Saône et nous accompagnons les entreprises industrielles dans leur transformation numérique et digitale et les porteurs de projets dans leur développement. Merci Anne-Sophie. Et puis donc côté village BSCA, donc avec Thomas et donc Thomas, co-responsable avec moi-même du village BSCA, et derrière nous Sophia, startup manager. Donc nous accueillons donc au village Baïséa qui est situé à proximité de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, des startups porteurs de projets donc innovants. On ne fait pas que les accompagner, que les héberger, pardon, on les accompagne également dans leur développement, leur croissance et en favorisant notamment les relations avec les entreprises du territoire. Tout de suite, je vais donner la parole à Pascal. Pascal Sémy, qui a accepté gentiment de venir nous faire part de son retour d'expérience, donc en abordant les difficultés éventuelles qu'on peut rencontrer lors d'une levée de fonds et surtout comment on peut les identifier, les anticiper. Et donc, nous allons passer 1h30 avec Pascal. Et ça sera l'occasion aussi pour vous, ici présents, et puis pour ceux qui sont ici en distanciel, de poser des questions. Donc, pour ceux qui sont derrière leur écran, n'hésitez surtout pas à mettre dans le chat toutes les questions qui vous passent par la tête. Et Anne-Sophie se fera le relais et Pascal sera avec sa gentillesse et sa bienveillance, répondra à l'ensemble des questions. Voilà. Tout de suite, je donne la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Désolé de mon retard. Le Covid aidant, voilà. Donc moi, je suis Pascal Sémy. Aujourd'hui, je suis consultant et j'accompagne la transition digitale et RH des entreprises. Et je suis coach pour notamment dirigeants, mais aussi sur toutes les sphères en fait, de l'individu. Je vais vous parler d'une belle histoire. Qui est ma start-up, enfin la deuxième que je monte, qui s'appelle Manager de Talent, où on a un produit qui s'appelle Isio. Mais juste avant en fait, de vous présenter un peu plus en détail en fait, que ce que j'ai monté, je vous propose un petit film. C'est pas grave, je vais vous présenter en fait Manager de Talent autrement. Il se trouve que je la connais aussi pour l'avoir pitché en fait, pendant quelques temps. Donc, Manager de Talent, c'est avant tout en fait une plateforme qui se met. Il y a du son du coup. Bon, d'accord. Alors, c'est parfait. Si on m'entend, très bien. Ah, ben voilà, c'est bon. Donc, c'est une plateforme en fait numérique qui s'inspire d'algorithmes. Alors, on appelle ça les IA, les intelligences artificielles, mais c'est plus des algorithmes en fait qui vont chercher de la donnée et qui vont la rendre intelligente ensuite. Et donc, le but en fait de Manager de Talent, c'était dans un premier temps de pouvoir accompagner l'individu dans sa maturité digitale, de pouvoir lui apporter les bonnes applications en fonction de qui il était. On crée des personas autour de chaque individu. Et puis, une fois qu'on avait la connaissance de son savoir-faire, de son savoir-être et de tout son écosystème, eh ben, on pouvait lui suggérer en fait, des différents contenus, notamment en fait, à nouveau du contenu en termes d'outils numériques, mais aussi en fait, on pouvait accompagner l'individu sur la compréhension en fait, de ses capacités et du coup en fait, l'orienter vers des formations.
et l'accompagner aussi sur toute sa partie employabilité, où on pouvait lui suggérer à la fois des personnes à rencontrer pour augmenter en fait ses savoir-être et savoir-faire, mais aussi des opportunités, des formations. Bref, on était tourné autour de l'individu et on commençait à avoir le vent en poupe, c'est-à-dire que fin 2017, on se dit, bon, on a fait un peu de love money, on commence à avoir un peu de track record avec des grands comptes qui viennent nous voir et qui nous disent bah, votre produit nous intéresse. Donc on s'est dit bah, c'est peut-être le moment en fait pour monter en fait une levée de fonds pour se mettre justement dans un process de levée de fonds. Et donc voilà, donc on était parti avec une belle équipe qui alors je vais essayer de nettoyer un peu l'écran. Hop. Non, ça ne vient pas. C'est pas grave. Hop. Donc, une belle équipe, en fait, qui m'accompagne. Donc là, on est début 2018, tout début 2018. On se dit, ben, il faut une levée de fonds. On a des partenaires. OK, on est parti. On commence à avoir des associés, en fait, enfin, des associés, des investisseurs qui nous tournent autour, avec qui on discute. Donc, on est à nouveau en janvier 2018. Et bah, l'idée, en fait, c'est de faire rentrer ces personnes rapidement avec tout ce qu'il y avait autour. Donc, j'ai préparé une 60aine de pitchs. J'ai été voir aussi bien des pitchs sur Toulouse, sur Paris, sur Lyon, sur Dijon, où je présente à chaque fois le business model, le fonctionnement. On avait quelque chose de plutôt sérieux, avec des investisseurs qui rentrent. On commence à avoir notamment le soutien de BPI, on commence à avoir donc pas mal de belles choses en fait qui arrivent. Et puis la levée de fonds qui se précise, donc on souhaitait lever 1,5 million. On savait qu'on avait un seuil à 700 000 € en fait, qu'il fallait absolument qu'on atteigne. Mais la discussion et le temps en fait, que l'on a pris en fait, pour lever les fonds a été tel que, au final, en fait, les investisseurs que vous avez pu voir la slide avant nous disent bah, nous, on met un peu plus, mais à ce moment-là, on valorise la société différemment. Et puis, vous finissez le produit parce que là, il était en cours d'achèvement. Et on refera un deuxième tour de table là où on ira chercher beaucoup plus. Donc, en fait, on a écouté, on a challengé en fait, bah, les retours des investisseurs. Et puis, on est parti sur, au final, on va faire une levée de fonds un peu différente. Donc voilà. Donc, on arrive sur des plans d'évolution intéressants. Et puis, ça, c'est la belle histoire. On arrive à lever 200 000 € en fait, sur le premier trimestre 2018. Et on veut après bah, aller chercher en fait, le reste sur le courant du semestre. Et c'est ce qui va en fait, être le début en fait, pour nous d'une période complexe. Parce qu'on n'arrive pas à aligner en fait, à la fois recrutement, business plan et puis rentrer en fait, des différents investisseurs. Donc voilà, en gros, entre guillemets, la dernière année en fait, de manager de talent, avec un début d'année en fait, intéressant dans le sens où on a des investisseurs qui rentrent, des investisseurs qui tardent à rentrer, tout au moins des investisseurs qui font des souhaits de rentrer, des promesses. On met un peu de temps en fait, à rentrer ces investisseurs et au final, bah, à court de cash, parce que pendant que, à vos souhaits, pendant que les investisseurs rentrent, bah, forcément, le temps que ça prend, en fait, bah, nous, on continue à développer, on commence à recruter parce qu'on a, forcément un business model en fait, et surtout un prévisionnel à suivre en termes de livraison vis-à-vis de nos premiers clients. Et puis, une donnée en fait, qu'on n'avait pas maîtrisée, c'est que on était en pleine négociation avec des partenaires comme l'URSSAF, par exemple,
sur des délais en fait, qu'on demandait, parce qu'à nouveau, les rentrées, en fait, que ce soit client comme investisseur, ne rentraient pas à la hauteur de nos charges. Donc, du coup, on a dû, en fait, en juin, on demande en fait, un nouveau délai en fait, à l'URSSAF, chose qui nous refuse, et c'est ce qui a été en fait, le grain de sable dans tout l'engrenage, à savoir que fin d'année, en fait, en octobre, on passe jeune entreprise innovante. Le même jour, en fait, enfin non, 2 jours après, on passe devant le tribunal, donc assigné par l'URSSAF, redressement judiciaire. Et là, en fait, forcément, vis-à-vis des investisseurs, c'est beaucoup plus compliqué en fait, d'aller chercher à la fois des investisseurs, des grands comptes, et ainsi de suite. Donc, je dirais, ces apprentissages, en fait, j'ai mis mes erreurs, mais c'est aussi des apprentissages. Il y a plusieurs choses. Les investisseurs, en fait, je pense que par la volonté en fait, de tous les faire rentrer, on leur disait, en fait, entre guillemets, ce que l'on souhaitait leur dire. On leur a donné beaucoup d'informations. Ils avaient tout à disposition. En revanche, il y avait certaines choses où, entre associés dans l'équipe, on se disait non, ça, il ne faut peut-être pas donner l'information, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de délayer dans le temps en fait, cette transmission d'informations a fait que le jour où on s'est dit, si, il faut leur dire, les investisseurs sont retournés vers nous en nous disant, d'une, vous auriez dû nous le dire plus tôt parce qu'on avait des solutions. Et aujourd'hui, en fait, ces solutions, on ne peut plus les mettre en place. On est trop tard, entre guillemets, en fait, dans le délai. Donc ça, c'était une première erreur. Ça a été de se dire, je ne vais pas tout dire parce qu'au moins, je ne vais pas les faire fuir. Maintenant, il y a des choses, voilà. À savoir qu'aujourd'hui, un investisseur qui croit dans le projet, il croit avant tout en vous, en fait. Donc s'il croit en vous, il y a possibilité d'être en jeu et de pouvoir justement lui annoncer en fait, les choses, même si ça fait mal. La deuxième chose, c'est qu'on s'était donné un seuil de 700 000. La renégociation en fait, sur le courant entre mars et mai, a fait que les 700 000, en fait, on aurait dû continuer à aller les chercher. Là, en fait, on nous a demandé très clairement, tout au moins les investisseurs, donc j'ai fini avec 18 associés, donc beaucoup d'investisseurs autour de la table. Et ces investisseurs-là, on a échangé avec eux, ils nous ont proposé quelque chose de bien en termes de levée de fonds. On était accompagnés malgré tout par des avocats, mais on n'a pas vu forcément, en fait, vis-à-vis de tout ce que l'on avait mis en place, on n'a pas vu que, au final, en fait, il nous fallait ces 700 000 et il ne fallait surtout pas qu'on s'arrête aux 200 000 levés, sachant qu'en termes de love money, on avait déjà levé 300 000 €. Oui. C'est pour les 700 000. Non, les 18 associés en tout, c'est les 500 000 €, c'est-à-dire les 300 000 € de la partie Love Money et 200 000 € en fait, d'investissement après. Donc voilà. Pascal, on peut faire oui. On va prendre les questions au fur et à mesure. Ouais. Oui, moi j'ai une question assez pragmatique. Du coup, comment on a 200 K en mai et en juin, on est en cessation de paiement? Parce que en fait, le rythme en fait, que l'on avait mis en place faisait qu'on devait absolument livrer en fait, le produit. Donc, on avait beaucoup de développement encore à faire. On devait livrer le produit en fait, pour les premiers clients et donc faire du track record pour nous permettre justement d'aller encore plus loin et d'aller lever des fonds. On avait des fonds d'investissement en fait, qui nous regardaient de près. Mais les fonds d'investissement nous finissaient par nous dire, bon, des startups en fait, qui sont dans votre domaine, on en a connu pas mal. En fait, on a un problème avec ça, c'est qu'on on investit dedans, donc on met tout de suite de l'argent sur la table, et au bout de 3 mois, en fait, il y a un taux de churn rate, donc de désengagement en fait, des clients assez important. Donc nous, ce qu'on aimerait, au final, en fait, c'est avoir un peu de cas en fait, d'usage client. Du coup, en fait, qui dit casse d'usage client dit fin de développement en fait, du produit. Donc, du coup, on dit accélération. Donc, on a été très, très borderline, en fait, et je l'avoue, hein, sur le recrutement. Je pense qu'une
un des défauts en fait, que j'ai pu avoir, c'est d'avoir été impatient. C'est-à-dire que je voulais à la fois la levée de fonds, à la fois aller chercher les clients, à la fois recruter, à la fois et ainsi de suite en fait. Ce qui fait que bien sûr, il faut tout embrasser en même temps, mais il faut le faire de manière raisonnée. On a peut-être été un peu trop vite en fait sur les recrutements, ce qui fait qu'on a alourdi nos charges de manière importante. On est passé de 5 collaborateurs début 2017, fin 2017, à 11 collaborateurs en fait à la fin 2018. Donc forcément, en termes de charges, on est mi-2018. Il y a encore... en fait, l'URSSAF nous met en cessation de paiement parce qu'on avait négocié 2 fois déjà en fait, avec eux, avant. Et le conseiller qu'on voit nous dit on négocie 2, mais pas 3 fois avec l'URSSAF. Donc ça, c'était une donnée en fait, qu'entre guillemets, on n'avait pas. Tout au moins, on s'était dit, on va retourner les voir. En plus, on a un bon contact URSSAF. Il est sympa. Il a compris en fait qu'on était une start-up, qu'on avait des rentrées d'argent. Donc, en fait, quand les levées de fonds arrivaient, il y avait une partie entre guillemets qui allait éponger un petit peu de dette URSSAF, mais après, c'était pour le développement en fait. Et ça fait partie des choses que je n'avais pas forcément donné en fait, comme information. Ils avaient les bilans pour le coup, les investisseurs, ils avaient toutes les informations, mais on avait donné une partie de la répartition de comment utiliser les fonds, mais il y avait aussi, en fait, plus les semaines et les mois passaient, en fait, plus, entre guillemets, il y avait des trous, notamment URSSAF, qui étaient complexes. Et donc, quand, en fait, fin juin, on leur dit, on retourne voir l'URSSAF, on était, à la fin, on y était toutes les 2 semaines chez eux. Et il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir, c'est hyper important. Et en fait, le troisième, donc la troisième fois où on demande justement d'avoir un échéancier, ça remonte en fait au N+1 du contact qu'on avait et le retour en fait c'est négatif. Après, j'ai eu des contacts au niveau Bourgogne-Franche-Comté d'autres personnes de l'URSSAF qui suivent notamment les jeunes entreprises innovantes, à savoir en fait la dette URSSAF elle était de 60 000 €. On passe jeune entreprise innovante en octobre. Et en fait, le fait d'être jeune entreprise innovante fait qu'on a un retour en fait, sur les charges patronales en fait, sur les 3 dernières années. Le retour était de 80 000 €. Donc au final, en fait, en cours de jugement, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous allez... Enfin, il y a un moment donné, et sauf que quand l'URSSAF en fait, met en redressement, ils reprennent en fait, tous les arriérés et notamment en fait, toutes les pénalités qui vous ont mis de côté gracieusement en fait, sur les précédents échéanciers. Et là, en fait, la note, elle est plus de 60 000 d'un coup. Là, elle double d'un coup. Et en fait, voilà. Donc ça, en fait, ces mécanismes-là, alors j'en avais certains. Je me battais un peu, entre guillemets, avec ma responsable administrative. On se battait un peu tout seul. Et c'est vrai qu'on a eu beau donner des alertes en fait, aux investisseurs en leur disant c'est maintenant. Le deuxième tour, au final, en fait, va falloir qu'on l'accélère. Mais sauf que en fait, il y a des fonds qui viennent nous voir, mais on n'a pas nos produits. Enfin, voilà. Ça a été en fait cette année 2018. Je voulais vous mettre la vidéo de BFM Business. Je suis passé 3 fois sur BFM sur 2018. Aujourd'hui, en fait, si j'ai choisi aussi d'être coach, c'est aussi pour accompagner en fait ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce que j'ai appelé l'ascenseur émotionnel en fait, du dirigeant. C'est-à-dire qu'on est à la fois en fait, à aller pitcher chez KPMG à la Défense, on va pitcher, on va présenter chez BFM, donc on peut être en haut, et puis la nouvelle d'après, en fait, c'est l'URSSAF en fait, qui vient nous assigner. En fait. Donc ça, aujourd'hui, en fait, c'est hyper important de pouvoir gérer son écologie, et en fait, sa propre écologie, et par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a manqué de temps pour souffler, pour à un moment donné se poser et se dire, OK, là, il y a peut-être d'autres chantiers en fait, à mettre de côté ou tout au moins une autre stratégie à prendre. C'était un peu la même question. C'est en fait si j'interprète d'une manière, si j'explique d'une manière différente ce que tu as dit là, c'est qu'en fait, dans ton BP, en fait, tu as rajouté beaucoup de dépenses par rapport à ce qu'il y avait dans ton BP et il y a eu quoi? Il y a eu du coup moins de rentrées de clients, c'est ça?
En fait, le développement qu'on avait, tous les 3 mois, entre guillemets, il nous fallait 3 mois de plus. Donc, à chaque fois, en fait, toute cette partie intelligence artificielle, cette partie connexion des API, cette partie nous a demandé un temps supplémentaire. Et ce qui fait qu'en effet, en fait, la livraison chez nos clients a pris forcément plus de temps. Et donc, du coup, les rentrées d'argent du BP, du prévisionnel, n'étaient pas là. Donc, ça, en termes de dirigeants, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais tout au moins sur faire en sorte que mes équipes, ça aille bien, les presser un peu, parce que malgré tout, en fait, on me demande en fait, de livrer, et moi, je faisais la partie commerciale. La partie commerciale est levée de fonds. Je pense que ça aussi, c'est une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se concentre sur la levée de fonds, il faut se concentrer sur la levée de fonds. C'est matin, midi et soir, et on en mange 7 jours sur 7, quoi. La levée de fonds, c'est quelque chose, c'est un vrai boulot à part entière. En revanche, et donc du coup, en fait, j'aurais pu déléguer une partie, entre guillemets, de mon commercial à des personnes en interne dans l'entreprise. Pousser un peu plus mon CTO, par exemple, qui lui était hyper technique, qui était mon associé, qui lui est hyper technique, c'est vrai, mais tout au moins les rendez-vous de découverte, je les fais seul ou avec lui, et après je mets les clients. Donc ça, c'est de la stratégie, entre guillemets, que je n'ai pas forcément eu au départ. À courir partout, au final, on n'est nulle part. Et pour autant, il fallait livrer, parce qu'à nouveau, quand on travaille pour la CCI France, quand on travaille pour la mission locale, quand on gagne un prix Enedis en 2017, prix de la Startup RH, enfin, il y a forcément, il y a plein de petites choses où on se dit on va y arriver, sauf que tout pendant qu'en fait, entre guillemets, qu'on ne livre pas le produit, ben, on ne peut pas facturer. Et donc, le BP, en fait, s'est dégradé avec ça. On a fait rentrer des laboratoires de recherche dans la mise en place de nos algorithmes. C'est pareil, c'est formidable de travailler avec des laboratoires de recherche, vraiment. Les deux, le SIAD enfin les deux qui sont sur Dijon, en plus de ça, qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle, sont vraiment très très bons. Mais là encore, en fait, ça demande des choses supplémentaires, d'aller chercher en fait des contrats avec des doctorants. Enfin, c'est aussi en fait des spécificités. Donc, le fait d'avoir été impatient, je pense que ça a été mon principal défaut, de me dire je vais livrer, mais je vais livrer pratiquement un produit fini. Mon produit, en fait, il va fonctionner de partout. Ce que je vous ai montré là, en fait, sur les 3 facettes, l'employabilité, le tableau de bord, rien que ça, en fait, c'est énorme. À la suite de ça, en fait, j'ai essayé de repositionner mon entreprise en fait, dans une structure. Cette structure-là se fait accompagner, notamment accompagne des startups et ainsi de suite. Et j'ai donc du coup du mentorat qui arrive, et j'ai un mentor qui vient et qui regarde mon projet et qui me dit « Mais Pascal, c'est pas une startup que tu as là. Il y en a 5 là au moins de startups dans ta startup. » Et en fait, quand il m'a dit ça, en fait, entre guillemets, il m'a donné un éclairage énorme. C'est-à-dire que j'ai essayé de tout faire. Vous savez, vous connaissez sûrement l'analogie entre celui qui veut construire une Ferrari et celui qui veut construire une Ferrari. Le premier, en fait, il va construire une trottinette, il va y mettre un moteur, et puis il va rajouter 2 roues, et puis derrière, il va mettre une belle carrosserie, et puis derrière, ça va faire une belle Ferrari. Sauf qu'à toutes les étapes, il vend. Et puis, il y a celui qui dit, non, non, moi, quand je vais faire ma Ferrari, je vais faire ma Ferrari. Donc, je veux construire ma Ferrari, je la construis dès le début. Sauf que le temps de construire la Ferrari est tellement important que pendant tout ce temps-là, en fait, il ne vend pas. Donc, soit on a des ressources financières importantes pour payer tout le monde, en fait, à ce moment-là, soit pas. Et je pense qu'on a trop voulu faire ce deuxième schéma, c'est-à-dire faire en sorte que notre produit soit le plus complet possible, parce que les algorithmes se parlent entre eux. Et donc, pour que les algorithmes se parlent entre eux, il faut qu'on ait de la donnée. Et pour qu'on ait de la donnée, il faut qu'on ait toutes les applications, et ainsi de suite. Sur le papier, en fait, à nouveau, l'outil est formidable. Il y a même des structures aujourd'hui qui viennent me voir en me disant on a entendu parler que vous aviez déjà monté quelque chose d'assez similaire à ce qu'on va faire. Ok, très bien. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. D'abord, en fait,
commencer par un premier petit projet. Ça n'empêche pas que vous ayez la vision de la fin et la stratégie de la fin. Mais ce qui va être important, en fait, c'est de se dire, OK, comment tous les mois, j'arrive à facturer? Comment tous les mois, j'arrive à avoir un track record qui me permette, en fait, de convaincre? Et à nouveau, donc le fonds en question, c'est EduCapital, qui est un très bon fonds. Et EduCapital, en fait, quand je discute avec eux, c'est eux qui me disent, en fait, bah, en effet, c'est intéressant, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous ayez des clients depuis au moins 6 mois, en fait, sur votre application. Parce que c'est formidable ce que vous faites. Sur le papier et sur le PowerPoint, c'est génial. J'avais une doctorante en UX design, en fait, au sein de l'entreprise. Cette doctorante, elle nous a fait des maquettes dans tous les sens. Et quand on fait marcher les maquettes, en effet, on se dit, mais comment ça ne peut pas fonctionner, en fait? Sauf que derrière, en fait, il y a du développement. Et le développement prend du temps. Donc, c'est le temps, en fait, qui nous a... c'est le temps, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai répondu notamment à certaines personnes qui venaient me voir en me disant, est-ce que tu peux être Chief Product Officer pour nous, donc responsable de produit, notamment sur cette partie digitale. Je leur ai dit oui, à partir du moment où j'aurais fait un peu de formation, en fait, sur comment on code, en fait. Parce que le développement informatique est fait aujourd'hui de test and learning, et donc du coup, bah, forcément, ça prend plus de temps. C'est pas, enfin, il en faut. Mais je pense qu'à nouveau, il faut calibrer tout ça. Ça, c'était une première erreur. La deuxième erreur, en fait, grosse erreur par rapport au fonds, par rapport à l'investissement, c'est que j'ai écouté notamment mon comptable. Mon comptable qui me dit non, mais en termes de charges, mets pas en fait ton développement tout de suite en fait dans tes charges, dans ta masse au niveau des charges. Mets-les pour l'instant en fait comme achat entre guillemets externe, comme ça en fait tes fonds propres avec tes clients qui vont. Enfin, il m'avait donné des informations où je sentais que c'était pas clair, qu'au final en fait il aurait peut-être fallu que je m'écoute et que je change, entre guillemets, en fait, quelques petites choses sur mon bilan pour que mon bilan, entre guillemets, soit plus présentable. Ça, c'est une première chose. Et puis, sur le jeune entreprise innovante, c'est pareil. Il me dit, non, mais attends un peu. Attends d'avoir tes premiers produits, attends de montrer, en fait, tes résultats. Attends. Non, ça, c'est dès le début. Dès le début, en fait, on va chercher là où on peut pour diminuer nos charges. Et donc voilà, donc jeune entreprise innovante, ça se fait dès le début. Quand on est une structure dans le digital, on met la masse de développeurs, on le met en termes d'investissement. C'est un véritable investissement, ça s'amortit. Enfin, c'est pas du tout la même chose que si on le met en charge, en fait. Et aujourd'hui, en fait, je dis pas que on sera encore là, je ne sais pas, en fait, aujourd'hui. On ne peut pas réécrire l'histoire. En revanche, ce que je sais, c'est que on a, malgré en fait le redressement judiciaire, donc qui arrive en octobre, à nouveau, on passe jeune entreprise innovante quelques jours après. J'ai des investisseurs qui rentrent en décembre. Donc, enfin, là, entre octobre et janvier, donc la liquidation, ça a été le 11 janvier, en fait, ça a été le coup d'arrêt. Mais on a, enfin, moi, ça a été un sprint non-stop, en fait. Non-stop du côté des clients. Je rentre, on est identifié, en fait, par le M Lyon. On fait partie des 7 startups incubées, en fait, dans l'accélérateur de l'EM Lyon en tant que startup sur la EdTech. Et là, en fait, pareil, je rencontre un monde de folie. On commence à rentrer chez Renault, chez Peugeot. Mais là encore, à nouveau, on n'a pas de produit. Donc, du coup, on ne facture pas. Donc là encore, on montre à des investisseurs, mais regardez, on y arrive. On a un track record important. La clientèle, en fait, qui passe commande ou des précommandes, elle est là. Mais, à nouveau, le produit n'est pas là. Et donc, et tout ça, à nouveau, parce que, pour moi, je l'identifie notamment pour ça. D'une, on a été trop ambitieux sur le produit. Dès le départ, on aurait dû commencer par un premier produit et ensuite montrer en fait les étapes d'évolution. Deux, en fait, la levée de fonds, j'aurais pas dû m'arrêter en fait en cours de route, mais aller chercher en fait vraiment mon seuil. Si j'avais pas les 1,5 million, j'avais pas les 1,5 million, mais au moins j'allais chercher le seuil. Donc ça, c'était une chose. Et puis après,
c'est la transparence et des moments où on prend un peu de hauteur par rapport au projet pour pouvoir se dire, ouais, ok, où est-ce qu'on en est sur les charges, mes tableaux de bord, en fait, comment je dois les lire et ainsi de suite. Vous voulez voir la vidéo? Donc pendant ce temps-là, on va vous laisser poser la question. J'entends. Ça marche. Oui, on prend la question. Oui, moi je suis Pascal Chomara aussi, de Fenêtre de Temple Nettoyenne. En fait, en écoutant votre histoire et votre parcours, moi je suis un petit peu étonnée parce qu'en fait vous arrivez à intéresser des investisseurs, mais quand vous dites que vous avez des investisseurs qui s'intéressent aux produits et que suivant les étapes, mais jusqu'à quel point? C'est-à-dire jusqu'à un premier raconte, est-ce que simplement vous présentez le projet, ils sont intéressés et donc ils commencent à vous contacter? Mais est-ce qu'il y a un versement qui est accompagné? Enfin, je ne sais pas. Alors non. On voit que vous avez vous avez énormément travaillé Oui. et vous avez énormément de contacts. Et pourquoi ça n'a pas abouti? En fait, les premiers contacts, les premiers investisseurs, en fait, je les rencontre en octobre 2017. Quand je dis investisseurs, c'est des personnes qui mettent un peu plus de 40 000 euros. Enfin, de 40 000 euros à au-delà. Et en fait, ces premiers investisseurs, un investisseur, tout au moins, il n'investit que s'il y a un seuil en fait, d'investissement. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre 1 euro, tout pendant, entre guillemets, que si je lui présente une levée de fonds d'1,5 million, que je lui dis que mon seuil en fait, est à 700 000, forcément, il y a un moment donné, en fait, il va se dire, OK, il nous faut au moins, nous, un seuil d'investissement avant de mettre 1 euro. Donc, nous, on avait établi avec les investisseurs que c'était 200 000. À partir du moment où je trouvais en fait, mes 200 000 euros d'investisseurs, là, ils commençaient à faire les transferts de fonds. Mais avant, en fait, ils me disaient, non, continue Pascal, va chercher. En fait. Et donc, en fait, on a mis un certain temps, c'est-à-dire entre octobre et avril 2018. C'est là où en fait, j'ai couru en fait, pour avoir mes 200 000 premiers. Et après, il devait y avoir des mécanismes qui devaient se mettre en place, notamment un mécanisme avec BPI qui mettait en fait 100 000 euros. Mais là encore, BPI mettait 100 000 euros à condition d'avoir la fameuse attestation de vigilance. Attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF. L'URSSAF qui, à nouveau, ne veut plus nous délivrer cette attestation de vigilance parce que tout pendant qu'on était dans les échéances, dans les premières échéances, les attestations de vigilance, on les a eues parce qu'on respectait nos échéances jusqu'au moment où on n'y arrivait plus parce qu'on a eu un mois de décalage. OK, donc on retourne voir l'URSSAF, on leur demande de renégocier et donc derrière, en fait, à chaque fois, en fait, ils nous disaient OK, quand on avait un mois de décalage, c'est pas grave, on rattrapait. Là, en fait, quand ils nous disent non, on négocie plus, ça veut dire que là, en fait, faut payer l'URSSAF. Du coup, en fait, pour les salaires, c'est compliqué. Et pour les autres prestataires, parce qu'on avait d'autres partenaires autour. Et surtout, en fait, c'est là où on se dit, OK, 200 000 euros, en fait, c'est pas suffisant. Donc, moi, j'ai réuni les associés en juillet pour leur dire, faut soit remettre maintenant, soit aller chercher des financements. Et c'est là où ils m'ont tous dit, mais non, accélérer sur le développement. Et c'est là où on s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'on pensait à nouveau en avoir pour 3 mois. Et fin de l'année 2018, le produit n'était toujours pas finalisé. Donc, en fait, les investisseurs, pour revenir sur la question, les investisseurs, en fait, à un moment donné, se disent « Ok, vous avez une levée de fonds d'1,5 million, un seuil de 700 000 euros, mais entre guillemets, le seuil, c'est le seuil un peu annoncé. Après, on sait, entre guillemets, quel est le seuil plancher, en fait. Et donc, moi, c'est là où je leur dis, à 200 000 euros, en fait, c'est bon, puisque en fait, on a les 100 000 euros après de BPI, avec notamment l'attestation de vigilance. Et c'est là où, quand l'attestation de vigilance n'arrive pas, c'est là où c'est vraiment le grain de sable, en fait, dans cet engrenage, parce qu'avec les 100 000 euros, en fait, d'une, je ne serais pas forcément là aujourd'hui.
avec les 100 000 euros, en fait, on pouvait dire à l'URSSAF aussi, c'est parti. Et on finissait en fait le développement parce qu'il nous manquait en fait quelques collaborateurs en termes de développeurs. Et donc voilà. Donc ça a vraiment été, voilà, c'était le petit couac de cette attestation de vigilance. Enfin, à nouveau, c'est ce fonctionnement URSSAF. Je remets pas en question l'URSSAF du tout. Hein. C'est utile, c'est bien, il faut en payer. Ok, très bien, on est en France, c'est comme ça fonctionne, c'est le système. En revanche, j'avoue que quand on commence à être dans des périodes complexes où aujourd'hui on règle le curseur et de se dire bon, bah, qu'est-ce que je paye maintenant, voilà, on a des arbitrages à faire. Et quand on se dit bon, bah, c'est bon, on peut aller négocier avec ces personnes et qui nous disent au final bah non, là ça devient compliqué. Pardon? Oui, sans arrêt. De tout. Là pour le coup, l'équipe, quand je me déplace en fait, notamment pour aller voir l'URSSAF, toute la partie administrative, je suis jamais seul parce que je veux pas être. Enfin, ça, pour le coup, en fait, je ne voulais pas être pris à défaut par rapport à ma propre équipe. L'équipe, en fait, elle a été là jusqu'au 11 janvier. Je n'ai pas eu une démission, je n'ai pas eu une personne qui m'a dit écoute, c'est trop dur le redressement du judiciaire, parce que c'est vrai que c'est une période qui est compliquée. C'est une période qui est vraiment complexe. Les 11 personnes ont tenu jusqu'au bout. Ils étaient au bureau tous les jours, enfin, voilà, à trimer vraiment. Donc, ça a été en fait une expérience. Maintenant, en effet, à chaque fois qu'il y avait une information, oui, on donnait l'information à l'ensemble de l'équipe. Ouais. Bah, du coup, je pense que tu y as déjà pensé, mais je pose quand même la question. Parce que si je comprends, en fait, c'est ces 100 000 euros d'URSSAF qui posaient le problème pour avoir le papier. Tu y as déjà réfléchi, mais ce serait bien que tu nous expliques. Est-ce que tu es allé chercher de la dette bancaire? Est-ce que tu as pu aller chercher un levier, en fait, justement, pour avoir ces 100 000 euros? Je finis aussi. Tu parlais d'arbitrage. Alors, Ouais. c'est ça, là, mais est-ce qu'on pouvait différer quelques fournisseurs pour régler l'URSSAF, se remettre clean, aller lever et puis rembourser tout le monde? Enfin, voilà, je pense que tu l'as vécu, mais si tu peux nous expliquer un petit peu voilà, les arbitrages que tu as fait et ce que tu as imaginé comme solution. En fait, quand fin juin, on a l'information de la part de l'URSSAF comme quoi non, c'est non. Donc ça arrive le 29 juin, donc juste avant l'été. Donc oui, on négocie avec tout le monde. On renégocie avec tout le monde. On fait un premier geste au niveau de l'URSSAF en juillet. Et on reçoit en fait la notification d'assignation le 13 septembre, malgré en effet avoir fait des gestes. Oui, on a des investisseurs qui remettent. On a essayé en effet d'aller voir tout le monde. On demande à certains clients, notamment la CCI, en fait, de leur dire ok, le produit arrive, mais on aimerait avoir un acompte. Donc voilà, donc on a été chercher tout ça. Après, 11 personnes, c'est aussi en fait en termes de charge, c'est juste énorme. Ça, c'est uniquement la partie salaire. Et après, en fait, il y a tout le reste. Mais du coup, en fait, oui, sur plein de... On réduit, en fait, on ferme tous les robinets, tout ce que l'on peut fermer. Mais sans oublier aussi qu'on est encore en période de levée de fonds. Donc, c'est ce don d'ubiquité qu'il faut aussi avoir à un moment donné, se dire, bon, bah, ce rendez-vous-là, est-ce que je l'honore ou pas? Il est à Toulouse, il faut que je prenne un avion. Ok, est-ce que c'est une session où je vais avoir des investisseurs face à moi, en fait? La même chose sur Paris, la même chose. Donc, je finis par tout mesurer, en fait. On me propose, enfin, je rentre au hub BPI, je rentre au lab RH, je rentre au lab Pôle emploi. Dans tous ces hubs-là, en fait, à chaque fois qu'il y a une session, il y a une vraie négociation entre guillemets entre eux et moi, en fait, sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Donc oui, non, ça a été de la recherche de fond. Mais je pense que il y a une chose aussi, c'est que ce qui est assez dur, et peut-être que ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est de temps en temps à réussir
poser le cerveau en fait, quand on arrive sur scène pour pitcher. C'est hyper important. Vous avez eu des sessions sur le pitch hier, je crois. La préparation mentale, c'est quelque chose d'énorme. Parce que, en fait, malgré tout, on monte sur scène avec notre envie de convaincre, avec notre pitch qui est plus que rodé. À nouveau, moi, je l'ai fait, j'ai regardé en préparant en fait aujourd'hui, j'ai 60 keynotes. Je ne suis pas sur PowerPoint, mais 60 keynotes. 60 keynotes, forcément, il y en a certaines que j'ai refait plusieurs fois. Hein. Donc, autant dire, voilà, j'ai pitché à la Villette, vraiment, en fait, en français, en anglais. Et, en fait, je pense qu'il y a eu des fois en fait, où je n'étais pas convaincant parce que en tête, j'avais en fait, le temps qui passait, les produits qui ne se livraient pas. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi. Et puis, du coup, en fait, comme j'avais aussi la partie action commerciale, bah, du coup, en termes de commercial, faut aller chez le client convaincre. Il faut aller leur dire si le produit, on va vous le livrer. Il va arriver. Regardez la démo. Je vous fais la démo. Et on avait l'interface de démo qui fonctionnait très bien avec les algorithmes. D'ailleurs, la CCI, je gagne la CCI, petite anecdote, je gagne la CCI, mais pas sur un coup de bluff, mais sur un fonctionnement qui était complexe. C'est-à-dire que j'arrive, donc on était à la CCI de Marseille qui est en charge en fait de la digitalisation en fait de la CCI, de la plateforme. En fait, ils ont une plateforme en fait. Donc voilà. Donc on arrive au pied en fait de l'immeuble. J'étais avec mon CTO et je reçois un appel de mon partenaire principal qui est celui qui fait l'algorithme de machine learning. Donc, il comprend en fait le CV, c'est-à-dire qu'on met son CV en fait dans notre solution. Le CV est envoyé via nos API en fait chez notre partenaire. Notre partenaire en fait, il fait toute la partie OCR, donc reconnaissance de caractère et identification de savoir si les messages sont positifs, comment les personnes, pour aller détecter en fait les savoir-être de l'individu. Il nous renvoie la donnée, nous, on va pouvoir la cataloguer en fait, dans nos bases de données, faire un persona sur l'individu, elle comparer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je reçois un appel en fait, de mon partenaire, donc qui était devenu pratiquement un ami, hein, qui me dit « Pascal, mes investisseurs viennent de me couper en fait, tous les vivres, du coup, je suis obligé de couper toutes les API. » Mais en fait, là, j'ai juste mon rendez-vous avec le CTO en fait, de la CCI. Il faudrait juste que ça fonctionne là pour une demi-heure. J'ai juste besoin d'une demi-heure en fait. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'arrive là-bas. J'ai pas de réseau ici. Heureusement, entre guillemets. J'ai pas de Non, mais c'est pas grave. J'ai une version PowerPoint, je vais vous montrer. Et je lui fais la version PowerPoint. Et derrière, ça signe. Du coup, en fait, j'avais un autre partenaire dans ma manche, au cas où. J'avais prévu un truc. Et donc, du coup, je vais voir cet autre partenaire, mais cet autre partenaire me dit « Ok, Pascal, pas de problème. Seulement, le ticket d'entrée, c'est 5 000 €. Donc, je veux bien être partenaire avec toi. On va te mettre nos algorithmes et tu ne vas pas dépenser en fait, à chaque fois en fait, quand tu vas utiliser nos algorithmes. Par contre, le ticket d'entrée est de temps. » Là, en fait, voilà, boum, une dépense supplémentaire. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites parties-là qui fait que quand on est chez le client, faut y aller, hein, en se disant, allez, ça va le faire, on va y aller. Et puis quand on arrive sur scène pour pitcher, pour aller chercher de l'argent, c'est aussi pareil. Dans le mental, il faut pouvoir se mettre de côté, entre guillemets, tout ce qu'on a eu avant. Et on a nos 3 minutes. Et donc voilà. Et on pitch. On la regarde cette vidéo? Alors. C'est parti.
Là, c'était à 7 h le matin. Ça pique. Ah bah, c'est bon. Ouais, deux petites questions. Alors, il y en a peut-être une maintenant, puis l'autre plus tard, mais je pose les deux quand même. Déjà, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant de passer chez BFM? J'imagine que c'était payant, mais tu nous diras, parce qu'on est hyper sollicité en tant que startup pour participer. J'ai jamais fait, mais je serais curieux de savoir comment ça se passe dans les coulisses. Et puis après, ce qui m'intéressait, c'était l'après, tu vois, de manière très pragmatique, parce que bah, finalement, liquidation, enfin redressement, liquidation, et de manière très concrète, comment ça se passe? Est-ce que tu es passé au tribunal? Comment se passe derrière l'étalement des dettes si tu en as? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Et tu nous dis si tu veux ou pas, hein, bien sûr, même chiffrer si tu peux ou pas, ou sans les chiffres, mais concrètement, est-ce que tu rembourses aujourd'hui? Combien de temps tu as remboursé? Enfin, quels étaient les impacts après tout ça? Voilà, c'était mes questions. Alors, pour répondre à la première question, c'est gratuit. Là, en fait, on parle de Carlos Ghosn au début. Il se trouve que Carlos Ghosn, en fait, j'ai eu la chance de le croiser, de lui serrer la main et de lui parler en fait de manager de talent en fait dans les couloirs de BFM, puisque Carlos Ghosn en fait passe juste avant moi sur BFM. Et ça fait partie d'un des ateliers que j'ai en fait quand je fais la partie coaching. L'atelier commence en un jour, je me suis levé de mon canapé. Ce que je veux dire par là, c'est que pour aller en fait sur BFM, j'ai rencontré en fait une attachée de presse qui est sur Mâcon, qui avait des contacts un peu partout, et donc voilà. Donc un jour je lui dis bah tiens, ça pourrait être bien en fait que tu deviennes attaché de presse en fait de manager de talent. Donc je rémunère cette personne, donc ça coûte. En revanche, c'est elle qui fait en fait ta revue de presse, qui fait tes éditos, qui fait justement tous tes dossiers de presse et ainsi de suite, et qui les envoie, qui les arrose. Et quand elle fait bien son travail, tu as la chance de passer pendant 3 fois en fait sur BFM. J'ai fait 3 fois BFM et j'ai fait une fois un autre média, une télé web. Donc ouais, c'est assez marrant. Là, c'était la première. Hein. La deuxième, c'est un peu moins bien passé. La troisième, c'est très bien passé. C'était à nouveau avec Stéphane Soumier. Et il est top. C'est un petit truc. Hein. Si vous avez été appelé par BFM Business et qu'on vous dit c'est Stéphane, il n'y a pas de problème, allez-y. Il y en a un autre. Je ne me souviens plus de son prénom, mais je crois qu'il il est plus complexe, l'autre. Donc voilà. Et l'après, bah, c'est que tu sors en fait de chez BFM. Et là, ton téléphone sonne. C'est-à-dire, alors c'est des potes qui te disent « Ah, j'étais dans la voiture, j'ai écouté BFM. » Et puis, le but aussi, c'est de pouvoir se servir de ce lien-là. Et là, on l'arrose en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on a aussi en fait du soutien, en fait, ou tout au moins des personnes qui viennent nous voir. Et on commence à intéresser les investisseurs, en fait, voient qu'on commence à être public. Les fonds d'investissement nous voient aussi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est l'après. Il y avait d'autres questions et après je reviendrai sur la deuxième question. Pardon, je la passe après. Oui, pour rester sur le sujet, juste une petite question, surtout qu'on a vu le truc du pitch hier. Avant de passer sur le plateau, tu avais déjà dû pitcher des centaines de fois à tout le monde. Donc, on est habitué un peu aux questions qu'on nous pose. Là, c'est juste pour savoir, par rapport à ta réaction, quand il a parlé de déterminisme, que c'était effrayant, etc. Est-ce que tu l'avais déjà eu, cette remarque qui peut être un peu inhabituelle, même si tu étais déjà bien préparé? Parce que souvent, des fois, ça peut arriver que malgré tout, il y ait quelqu'un qui ait des questions qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Parce que j'ai vu effectivement que tu as noyé le poisson. Enfin bon, tu as bien discuté pour qu'il parte sur autre chose après. Donc, c'était juste savoir si c'était préparé. Et voilà. Alors non, ce n'était pas préparé du tout. Il se trouve que, pour donner le contexte, mon attaché de presse me dit « Pascal, tu m'as dit que tu étais mardi sur Paris ?» Donc ça, c'était la semaine d'avant. Je dis « Oui. » « Eh bien, mardi, tu passes sur BFM. » « Ah bon? Je passe sur BFM, c'est-à-dire ?» Donc, grosso modo, c'était ça, en fait. Donc, je dis, bah, OK, donc je vais avancer mon train. Bah, finalement, je vais prendre la veille parce que je vais essayer d'être un peu sur place, enfin, voilà, et un peu en forme. Donc, j'ai pris un hôtel à côté, enfin, voilà. Quand il me pose, enfin, là, j'ai peut-être déjà une dizaine de pitchs derrière moi avec des questions, avec, voilà. Donc, je n'ai pas préparé ces questions-là. Ce qui est intéressant à nouveau avec Stéphane Soumier, c'est que pendant la pub, donc on t'installe, et lui, en fait, il entame plein de choses. Et il est au courant de son dossier.
Il a le dossier de presse que lui a envoyé ton attaché de presse. Enfin bref, il est au courant de tout ça, en fait. Et au final, en fait, lui, en fait, voilà, il te fait parler, il te met à l'aise, et ainsi de suite. Et on démarre. Donc, il dit, attends, générique, OK, le générique se passe. Et après, il démarre tout de suite, en fait. Donc, on en avait parlé un petit peu, malgré tout, avant de cette partie algorithme. C'est lui, après, qui parle en effet de déterminisme, et ainsi de suite. Et moi, j'avais déjà en tête une chose, c'est que ce temps-là que tu as à la télé, tu as des messages à faire passer. Donc après, ton but, en fait, c'est de faire passer tes messages. Donc après, on reprend quelque chose là et puis on le remet là. Et puis, donc voilà. Mais la consigne de mon attaché de presse, c'est Pascal, sois souriant et éclate-toi, quoi. Bon, bah, OK. Parce que Pascal m'avait déjà vu pitcher de nombreuses fois. Enfin, voilà. Alors, en facturation, alors, c'est tout l'intérêt, en fait, malgré tout, c'est de la communication. Alors, on pourrait être sur plusieurs thématiques, là, hein. Il y a à la fois la partie marque employeur, c'est-à-dire qu'on intéresse aussi des développeurs parce qu'en fait, on montre qu'on est dynamique, que ça se met en place, où est-ce qu'on en est, et ainsi de suite. Donc, il y a une partie marque employeur, mais il y a aussi la partie marque où, en effet, les clients, je ne veux pas dire qu'ils sont fiers, mais c'est entre guillemets la fois où c'est l'année en fait où pour la première année le maire de Mâcon qui fait ses vœux en fait nous cite sur scène et en nous disant vous voyez chez nous on a des startups qui en veulent manager de talent. Donc tout ça contribue en fait à une image positive. Est-ce que ça se traduit en chiffres? Pas forcément tout de suite, mais ça se traduit en j'ai été chercher pendant longtemps, en fait, quand on tapait Pascal Semy ou même manager de talent sur Internet, sur Google, ben, on avait en fait ces vidéos-là qui apparaissaient tout de suite, en fait. Et ben ça, en fait, ça joue notre notoriété. Et en effet, le client qui se dit, j'ai jamais entendu parler de cette startup-là, ben, au final, en fait, elle va en ligne et elle va pouvoir voir en fait ces vidéos. Donc, c'est pas du sonnant et trébuchant tout de suite. En revanche, ça contribue en fait à notre marque. Réponse. Ne faut-il pas avoir les premiers clients avant d'aller chez BFM et donc pouvoir amplifier en fait cette boucle client? Oui et non. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, en effet, avoir un track record, c'est intéressant, mais c'est aussi en fait ce qui va rassurer le client. Le client qui a le devis en fait en main et qui se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je la connais pas cette startup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes données? Bah, au final, en fait, quand on rajoute un peu de sérieux, en fait, malgré tout, quand on passe sur BFM, ils ont énormément de demandes pour passer chez eux. Donc voilà, on fait partie. Donc là, je faisais partie d'un appel à projet qui s'appelait 3 minutes pour convaincre. Donc voilà, on avait mis un peu de données, un peu d'informations et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça fait partie d'un process. Je pense que c'est pas des choses. On peut pas dire qu'il faut faire l'un après l'autre. Je pense que, mais c'est ma perception. Je pense que c'est bien de le faire ensemble, c'est-à-dire ne pas oublier, voilà, on passe sur BFM et l'après-midi ou même en fin de matinée, j'étais chez un client. Donc voilà. Maintenant, la vraie, le petit hic qu'il pourrait y avoir, c'est la personne qui vous trouve intéressant en effet le passage sur BFM et qui va du coup sur le site manager de talent et qui ne retrouve pas entre guillemets ce qui correspond au message que j'ai délivré. Ça, pour le coup, alors après, ça s'explique. On est en capacité en fait, d'avoir la personne, si elle nous écrit un mail ou si, bref, on est capable d'expliquer les choses. Mais c'est vrai que on aurait eu le produit, ou tout au moins on aurait eu la partie test sur le site. Ça aurait été un vrai plus en fait. Par rapport à ça. Mais là encore, en fait, ça fait partie d'un calendrier qu'on ne maîtrise pas tout le temps. C'est-à-dire qu'à nouveau, quand mon attaché de presse m'appelle pour me dire c'est mardi prochain, il y a un moment donné, j'ai envie de lui dire bah non, c'est un peu tôt. Mais il y a un moment donné, je me dis c'est BFM aussi. Enfin, qu'est-ce que je fais, quoi.
c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous servir en fait après en termes de communication. Vous avez eu quand même l'intuition de dire, enfin de vous-même, de dire c'est un peu tôt. Et est-ce que vous lui avez posé la question, est-ce que c'est pas un peu tôt par rapport à la communication, par rapport à la stratégie de développement, par rapport Si, j'ai eu. eu. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de revenir après sur BFM pour reparler d'autres parties en fait de managers de talent. Cette première vidéo, en effet, elle est un peu tôt en fait dans l'aventure manager de talent, parce qu'à nouveau, on aurait eu cette partie produit, ça aurait pu être intéressant. Mais au final, en fait, je pense que c'est ce qui nous a servi aussi à aller convaincre d'autres investisseurs, à aller, enfin voilà, ça a été bénéfique aussi malgré tout. Donc on peut pas, je referai pas, enfin là-dessus, je remettrai pas en cause en fait cette participation en fait sur BFM Business. Au contraire, je pense que ça a joué de notre notoriété et ça a permis de rassurer. Pour la deuxième partie de la question, le 11 janvier, quand arrive la sentence, j'ai failli être debout sur la table en fait dans le petit tribunal de commerce de Mâcon pour leur dire mais vous pouvez pas me faire ça. Je viens de passer jeune entreprise innovante. On est en lien avec Renault, avec les RH de Renault en fait qui veulent nous prendre pour tout le groupe. C'est pas possible. Enfin bref. Tant et si bien que le président en fait, de séance me dit « Monsieur Semi, ici, on n'est pas dans une cour de start-up, hein, donc on se calme. » Enfin bref, on s'est défendu bec et ongle. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué et surtout quand la demande de liquidation vient de la part du liquidateur. Enfin, du mandataire, en fait. Le mandataire qui est là pour le redressement judiciaire, avec qui, enfin, je pourrais en parler pendant des heures aussi de ce personnage-là, mais c'est un personnage où j'ai échangé un mail en 4 mois de temps. Et je lui ai demandé plein de fois, je lui ai dit, faut qu'on se tienne au courant de toutes les avancées qu'on est en train de mettre en place. J'ai des investisseurs qui rentrent. Il y a un investisseur, en fait, le 11 janvier, en fait, donc j'apprends le 11 après-midi, j'appelle Guillaume, un investisseur qui devait rentrer, je lui dis, est-ce que tu as fait le virement? Je lui dis, surtout ne fais pas le virement, quoi. Il devait faire un virement de 50 000 €. Je lui dis, surtout ne fais pas le virement, parce qu'après, ton argent, elle est partie là-dessus, et ça va... Enfin, voilà. Là, en fait, en l'occurrence, ça a été vraiment compliqué ce jour-là. J'appelle en fait un partenaire que je devais voir l'après-midi. Je lui dis, bah, écoute, voilà, on est liquidé. Il me dit, bah, écoute, Pascal, prends le week-end là pour réfléchir. Mais lundi, on se rappelle et moi, je veux te voir parce que ton entreprise, elle m'intéresse. Après, il y a eu d'autres sujets, mais je vais y revenir après. Donc oui, un sentiment là très très frustrant parce que moi, ça faisait plusieurs mois que je ne me payais plus parce que je ne voulais pas prendre d'argent en fait sur l'entreprise. Je payais mon comptable plutôt que payer... Enfin bref. Donc, c'est vraiment une partie qui est très, très complexe. Là-dessus aussi, en fait, on pourrait en faire une session complète. L'après, c'est en effet un Lyonnais qui me dit ton produit m'intéresse, on veut se diversifier. C'est un énorme cabinet comptable en fait sur Lyon qui se dit on veut attaquer les RH et ton produit en fait nous intéresse. Et pendant un mois, donc le 11 janvier ça arrive, le 14 je suis chez lui et jusqu'au 14 février en fait je l'accompagne. On va chez des clients, on présente la solution, enfin voilà, donc jusqu'à avoir un audit de notre solution, un audit technique de notre solution. Et là, l'audit technique, à la suite de l'audit technique, le client m'appelle, enfin le partenaire m'appelle en me disant Pascal, on avait un choix à faire entre deux startups, une qui est à Lyon et qu'on peut manager avec un management de proximité. Vous qui êtes à Mâcon et tes développeurs, voilà, il y a eu une fin de non-recevoir, ils ne veulent pas déménager à Lyon. Donc, ton entreprise nous intéresse, mais il nous faudrait un management de proximité. Et là, pour le coup, en fait, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est une façon de dire non? Est-ce que... Bon, OK. Mais dont acte. OK, donc je repars rapidement sur tout mon carnet d'adresses et j'appelle deux, trois amis, et en fait, je trouve un groupe qui est sur Chalon
qui me dit bah, nous, ça nous intéresse. Donc, OK, c'est reparti. Bah, on va te mettre en intérim, Pascal. OK. Mais moi, j'aimerais bien être patron, malgré tout, en fait, de la structure qu'on va remonter. Ouais, non, mais pas de problème. On va faire un business plan prévisionnel. Tu vas nous dire combien il te faut. Bah, je pense que là, il nous faut 100 000 € sur cette année. Et puis, on verra l'année prochaine. Mais au moins 100 000 € pour finaliser, en fait, et remettre, en fait, la partie développement comme il faut, maintenir les liens avec les partenaires, et ainsi de suite. Et puis, moi, je retourne chercher les clients. Enfin, voilà. Donc, 100 000 € de fonctionnement et on est parti. OK. Bah, écoute, on te met en intérim. Dès que tu as des besoins en développement, bah, tu nous les fais facturer en fait, par. Donc, ils sont freelance, tes gars qui sont partis là? Je dis oui, la plupart sont partis en freelance. OK. Donc, on a fonctionné comme ça de février jusqu'à juillet. Et en juillet, en fait, il n'y avait toujours rien, pas de structure de créer, alors que j'avais signé des statuts, mais voilà, ce n'était pas déposé, pas de fonds. J'ai fini par dire OK. En juillet, j'ai dit OK, stop. Moi, en intérim, ça me va bien. Hein, je gagne bien ma vie en intérim, du coup, mais ce n'est pas mon projet, quoi. Je ne veux pas passer mon temps, alors qu'on avait fait partie de pas mal de choses, mais j'ai dit à un moment donné, stop. Donc, on s'est quittés bons amis. Et là, en fait, j'ai commencé à me mettre dans plein de bouquins en me disant, au final, en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais, le groupe qui représente 18 sociétés quand même. Et donc, c'était intéressant pour eux parce qu'en fait, je leur apportais un algorithme qui permettait de créer des équipes de rêve pour leurs clients futurs. En fait. Ils sont dans l'automobile, ils sont dans plein de domaines, dans l'industrie. Et donc, du coup, ça permettait à créer des équipes innovantes pour des projets qui n'existent pas encore. Et eux, c'est ce qu'ils voulaient au début. Et cross les 18 entreprises. Bon, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Et là, en fait, je m'aperçois que en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais est une entreprise très pyramidale, c'est-à-dire que tu as un patron qui est en haut, et ce patron, en fait, bah, toutes les décisions du groupe passent par lui. Donc, du coup, avoir un algorithme qui va aller percuter, entre guillemets, ces équipes et ces entreprises pour aller créer des équipes sur mesure, et à un moment donné, en fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est le collaboratif horizontal qui se heurte en fait, au vertical. Donc, bon, j'ai fini par me dire, OK, c'est peut-être pas. Faut peut-être que je me repenche en fait sur la vraie vie, entre guillemets, que j'arrête mes algorithmes, que j'arrête mes fonds d'investissement, que j'arrête mes pitchs dans des milieux qui sont pour redescendre un peu sur terre. Du coup, en fait, je me mets dans pas mal de choses, notamment l'entreprise libérée. Je regarde un petit peu en fait ce qui fonctionne sur ce côté-là, parce que comment mettre du collaboratif dans des entreprises qui ne le sont pas. Comment faire de la gestion de projet de manière collaborative quand ce n'est pas possible. Bon. Et puis, je me suis dit, je vais m'orienter aussi vers des entreprises qui ont, en termes de maturité digitale, qui sont très, très éloignées, en fait, ou tout au moins qui ont une maturité digitale très pauvre, parce que moi, j'ai baigné dans des startups, à nouveau, au LabRH, en fait, des startups qui sont avec de l'innovation technologique, il y en a de partout. Mais est-ce que c'est ces entreprises-là qui vont correspondre aux besoins des entreprises actuelles? Je ne sais pas. Donc, je me suis orienté vers le BTP, c'est-à-dire que je suis allé voir l'OPCO du BTP, qui est Constructis. Et aujourd'hui, je suis sur la Bourgogne-Franche-Comté, en fait, le consultant sur la transition digitale et RH des entreprises du BTP. Donc, j'accompagne en fait justement à augmenter la maturité digitale. Je travaille beaucoup sur les usages et ainsi de suite. Bon, bah, ça fonctionne. Et puis, en août 2021, je reçois une assignation à comparaître de la part du mandataire qui me dit bah, on voudrait vous mettre une faute de gérance de 15 ans et puis vous avez un passif de 600 000 €. Donc, il compte dedans en fait, les investisseurs, il compte dedans BPI, il compte dans la région, il compte voilà, la grosse enveloppe. Donc, on vous demande de rembourser 600 €. En fait, il y a un moment donné, je me dis, bon, bah, faut peut-être que je prenne un avocat, hein, parce que là, en fait, tout seul, ça va être compliqué. Donc, j'ai une avocate qui m'accompagne. Première audience repoussée cause Covid. Non, première audience repoussée parce que, en fait, le juge, et c'était un de mes associés. Donc, il ne peut pas être jugé parti. Bon, OK, donc repoussé. Bon. Deuxième, le Covid. Troisième, en fait, donc, a eu lieu là le 11 février. Donc au final, en fait, donc à nouveau, hein, c'est le mandataire qui était là pour m'accompagner dans le redressement, qui
qui est devenu liquidateur, et c'est lui qui m'a signé en fait. Et donc le liquidateur, en fait, donc là, j'ai une avocate qui a très bien fait son job. Voilà, aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, enfin je suis en micro-entreprise et je ne sais pas encore entre guillemets, donc là, le jugement en fait va avoir lieu le 13 mai, donc je ne sais pas en fait si derrière je reste en micro-entreprise ou si je me mets en portage salarial. Tout au moins il y a des solutions, voilà, pour ça c'est pas un problème, parce que j'ai une activité malgré tout qui prend et donc je ne voudrais pas l'arrêter. J'ai fait un an de formation de coaching l'année dernière, ça serait dommage en fait de pas faire ça. Et puis sur les 600 000 €, pour l'instant, ce qui est retenu, c'est un tiers, 200. Bon, donc on va voir le 13 mai ce qui va se faire. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Ça, à la limite, ça se fait. Enfin, ça se négocie, ça, voilà. En revanche, dans la Love Money, il se trouve qu'il y a mon ex-beau-père, en fait, qui avait mis un peu d'argent. Qui un jour me voit paniquer, je lui dis écoute, non, Yves, tu as suffisamment fait. Et, il me dit non, mais je peux encore mettre un petit peu. Hein. Non, mais stop. Bah, si. Et puis en tant qu'associé, et puis il discute avec. Et quand on fait des tours de table en juillet, le fameux tour de table en juillet, il dit bah, moi, je peux remettre. Et moi, en fait, intérieurement, je me dis non, stop. D'une. C'est compliqué personnellement avec ma compagne, les aléas, le fait de ne pas avoir de salaire, le fait de tout ça, en fait, c'est compliqué. Et je me dis, là, je suis en train de demander à son père de remettre de l'argent. Wow, encore plus compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une reconnaissance de dette vis-à-vis de cette personne, même s'il a investi en fait, dans Manager de Talent, il n'a pas investi sur Pascal Semi, hein. Mais malgré tout, il y a un moment donné, en fait, on est nous avec nous-mêmes. Moralement, en fait, il faut porter ça. Donc, je dirais, finalement, ce n'est pas les 200 000 € qui m'inquiètent le trop. C'est les 9 000 € en fait, de compte courant d'associés en fait, que j'ai à côté, qu'il va falloir que je trouve une solution pour rembourser, parce qu'en fait, cette personne-là, en fait, elle m'a suivi pendant un certain temps. Il a fait partie de ma vie en plus perso. Enfin, voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comme me disait un de mes investisseurs, il me dit Pascal, on a tous investi dans ton entreprise, on a joué, quoi. C'est le but de l'investissement. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et on reste humain. D'autres réactions? Du coup, tu disais, je ne sais pas si j'ai mon terme, mais assigné pour faute de gestion. Concrètement, ça veut, sans peut-être trop rentrer dans les détails, mais c'est des choses. Alors, c'est quel type de. Qu'est-ce qu'on peut te reprocher quand tu fais a priori bien ton taf? En fait, là, c'est une bonne question parce qu'il y a un vrai truc en fait, sur lequel il faut être vigilant. À partir du moment où on est en cessation de paiement, on a 45 jours pour aller voir le greffe du tribunal pour se déclarer en cessation de paiement et du coup en redressement judiciaire. On arrive donc du coup le 29 juin en cessation de paiement et moi je courais déjà partout en fait. Et j'avais pas ça en tête, les 45 jours. Et je me suis dit, bah, ok, ils nous ont mis en cessation de paiement, on ne voit pas de courrier arriver. Allez, on continue, client, développement, investisseur, nanana. Et quand arrive en fait l'audience, enfin la notification le 13 septembre, bon ben ok, dont acte. Sauf que aujourd'hui, en fait, c'est ce qui m'est reproché. On me dit, mais monsieur Semi, vous auriez dû, le 29, plus 45 jours, venir nous voir et donc déclarer votre entreprise en dépôt. Donc après un dépôt de bilan, il y a plusieurs chemins après. Hein. Ça peut être redressement judiciaire, sauvegarde, c'était trop tard, mais bon, bref, il y avait d'autres choses. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est la seule chose. En fait, on me dit faute de gestion sur les. Donc c'est entre guillemets de l'administratif. Mais c'est ce que je leur dis. Oui. C'est entre guillemets, je simplifie, mais c'est une simple erreur administrative qui peut me coûter 600 000. Oui. Non, pardon. Les 600 000, c'est autre chose. L'erreur administrative, c'est entre 5 et 15 ans d'interdiction de gérer. Donc, je ne peux pas être auto-entrepreneur, je ne peux pas remonter une structure. Là, j'ai en projet de remonter une structure, j'attends en fait le 13 mai en fait, pour
Ouais, mais en fait, c'est toujours complexe. Bah, en fait, j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu mets pas un homme de paille en fait à la fin de ta société, tu mets de l'argent de côté pour toi, tu te rémunères, et comme ça, tu as au moins d'argent en fait pour toi. Ça a été aussi en fait j'ai entendu ça. Je ne sais pas si je le prendrais pour moi aujourd'hui, parce que c'est toujours difficile en fait quand on est dans la tempête de se rémunérer. Mais j'ai entendu en fait malgré tout des investisseurs qui m'ont dit, Pascal, il faut que tu continues à te rémunérer jusqu'au bout. Parce que l'argent, tu vas en avoir besoin. Si ton entreprise va en liquidation, tu n'as rien. Donc, si tu n'as rien, tu n'as pas de chômage, tu n'as rien, il faut que tu aies tes salaires. Et moi, ça fait partie de la séparation. Enfin, bah. mais oui, parce que, je ne vous le souhaite pas à nouveau, hein, mais c'est toujours bien, en fait, malgré tout, de se dire à un moment donné, est-ce que j'ai suffisamment de côté en cas de... Il y a je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, ça s'appelle l'effectuation. Je vous invite vraiment en fait, à lire, c'est un petit bouquin qui est régi sur 5 règles. Et la deuxième règle, c'est on raisonne en perte acceptable. La première, c'est on fait avec ce qu'on a. La deuxième, c'est on raisonne en perte acceptable. Raisonner en perte acceptable, c'est hyper important. À un moment donné, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Est-ce que c'est 100% de mon salaire, ce que j'ai fait, ou est-ce que c'est en effet une partie, en fait, je me verse pas tout, en fait. Donc voilà, c'est complexe. Et puis en effet, quand en plus de ça, on arrive devant un tribunal 3 ans après et qu'on nous dit ben, vous n'avez pas fait le nécessaire. Alors attendez, heureusement que j'ai une avocate. Heureusement que j'ai une avocate, parce que c'est elle qui parle. Parce qu'en termes d'émotion, pour le coup, c'est juste. Là, ça a été du sport. Mais ouais. Mais une excellente aventure. Je ne remets rien en question. Et à nouveau, j'ai envie de monter une troisième entreprise. Donc, parce que j'ai appris. Parce que j'ai appris. Et finalement, j'ai une question. Dans ces moments qui sont quand même pas si simples, qu'est-ce qui te fait tenir? Est-ce que tu as, enfin, je sais pas, 2 ou 3 outils ou en tous les cas conseils à donner aux personnes qui pourraient être amenées à vivre des moments difficiles? Parce qu'en fait, c'est une belle aventure, mais il faut tenir le coup. Et puis émotionnellement, comme tu le dis, il faut rester solide. Je partage complètement. J'ai un de mes investisseurs qui me reçoit donc après la liquidation sur Paris. Je me souviendrai toujours dans un salon d'un hôtel. Et il me dit, regarde-moi. Ah non, c'est bon, en termes de morphopsychologie, tu n'es pas suicidaire. Je dis non. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai 3 filles. Et mes 3 filles, en fait, c'est ce qui me fait tenir. Au-delà de mon projet, en fait, était... j'ai rencontré beaucoup de belles personnes, et notamment à l'EM Lyon, notamment une excellente formation, l'accélérateur de l'EM Lyon. Si vous avez la possibilité de le faire, il faut le faire. Et dans ces personnes-là, en fait, beaucoup en fait, m'ont fait travailler sur le pourquoi. Pourquoi tu montes une entreprise? Pourquoi aujourd'hui, toi, plutôt qu'un autre, en fait? Et en fait, en travaillant là-dessus, en fait, on a notre vision personnelle avec notre stratégie, notre vision à long terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est encore, je dirais, la 3e marche. Hein, voilà. Et donc, la résilience, en fait, fait que c'est toujours très complexe, en fait, de pouvoir rebondir. Mais des choses qui me font tenir, moi, c'est à nouveau mes 3 filles. J'avais besoin et de me dire, en fait, que je voulais aussi leur transmettre quelque chose. Et donc, du coup, en fait, le fait de se battre pour la société, c'était aussi... elles ont vécu aussi, par moments, en fait, des moments un peu délicats. Surtout que ma 3e fille est en situation de handicap, donc du coup ça rajoute en fait entre guillemets à toutes les problématiques avec les rendez-vous hôpitaux, enfin bref, voilà. Mais malgré tout, elles ont vécu ça, et une des choses qui aujourd'hui en fait est le plus beau des remerciements, c'est de voir mes filles avec la valeur travail. Avec la valeur de écoute, on vient d'avoir un échec, c'est pas grave. On se remonte les manches et puis on y va, quoi.
Donc ça m'a fait tenir. Et puis après, c'est l'équipe, les personnes qui sont avec moi au quotidien, qui m'ont tous les jours, en fait, Pascal, on en est où? Ok, très bien. Ok, c'est quoi la solution? On avance comment? Et moi, en termes de management, j'ai toujours été très... c'est pour ça que je me suis orienté vers l'entreprise libérée après, parce que j'en faisais sans le savoir. C'est quand j'avais une personne qui venait vers moi avec une question, je lui disais, quand tu viens avec une question, viens aussi avec 3 solutions. Et on fera le tri ensemble. Donc voilà, donc ça a été tout ça, en fait, une belle aventure aussi avec des rencontres humaines, des partenaires, en fait, qui m'ont accompagné pendant longtemps. Donc, je pense que ce qui est important, c'est ce que moi j'appelle toujours le premier cercle, en fait. C'est les soutiens. Et eux, en fait, nous apportent beaucoup. Ça n'empêche pas d'avoir des moments compliqués. Est-ce que je peux aussi dire que finalement, à travers de ce que j'entends, que surtout, en fait, tu ne t'es pas renfermé sur tes problèmes et que tu en as parlé. Voilà, et ce qui permet de libérer aussi la parole et de ne pas se retrouver seul face à ses problèmes et face à soi-même. Et que c'est peut-être l'un des remèdes qui a permis que tu puisses avancer sereinement, entre guillemets. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, en plus de ça, j'aime bien, entre guillemets, manier la communication. Donc, ça me permettait dans des sphères même privées, entre guillemets, de lancer des pics pour trouver des solutions, personnellement. En revanche, je pense qu'à nouveau, j'ai beaucoup discuté et heureusement, j'avais à nouveau des personnes avec moi. Mais il y a encore des choses sur lesquelles, quand je disais que je n'ai pas tout dit en fait, à mes investisseurs, j'ai vraiment pas tout dit à mes investisseurs. Et je pense, j'étais en contact avec un en décembre dernier qui me disait Pascal, ça m'intéresse de voir ce que tu veux remonter. Je pense qu'en effet, tu peux accompagner en termes de coaching. Lui, il fait que du fonds d'investissement aujourd'hui. Et il me dit, moi, j'investis dans des entreprises, mais j'aimerais bien, quand j'investis, en fait, que toi, tu les coaches. Donc cet accompagnement, aujourd'hui, c'est ce vers quoi je veux aller. Mais parce que je veux aussi pouvoir accompagner pour dire, là, le ressenti que tu as là, je le connais, et ce ressenti-là, ne le garde pas. Parce que quand tu vas aller pitcher, quand tu vas aller en rendez-vous, quand tu vas, même devant tes associés ou devant même tes collaborateurs, ça va se ressentir. En coaching, on dit, en fait, on parle des émotions, en fait. Et on dit que les émotions, en fait, c'est un message. Et quand, en fait, quelqu'un est énervé et en colère, c'est pas en effet qu'il est en colère, c'est qu'il y a un message qui n'est pas passé. Et c'est quoi ce message? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, la communication, oui, j'ai beaucoup communiqué, mais j'aurais dû encore plus communiquer. Mais c'est compliqué. C'est compliqué quand on est dans la tempête, c'est parce qu'on se dit, est-ce que je dois tout dire? Est-ce que je ne dois pas dire? Oui, il faut tout dire. Il faut tout dire à son cercle rapproché parce que la solution, des fois, rien que le fait de le dire, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Ben oui, non, je t'ai posé une question, mais c'est bon, j'ai la réponse. Enfin, voilà. Oui, moi j'aurais une question. À un moment, vous avez, un moment de votre parcours, et notamment quand vous avez évoqué certaines difficultés, et que vous avez rencontré en fait des personnes qui vous ont dit votre entreprise m'intéresse, pourquoi vous n'avez pas cherché à vendre? À vendre l'entreprise? Oui. Et retirer certains bénéfices et pouvoir faire autre chose. Parce que c'est une bonne question. Parce que je pense que pour le coup, les qualités que j'avais à trouver la résilience, notamment à travers mes filles, c'était aussi mon défaut, entre guillemets. C'est-à-dire que le projet que j'avais monté, je ne voulais pas qu'il soit trahi ou qu'il soit travesti, entre guillemets, dans notre main. Il fallait que la compréhension soit... Et donc, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les algorithmes, je les ai sur des serveurs à côté. Peut-être qu'un jour, ça ressortira, je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, en fait, tout ça, en fait, c'est mis de côté. Je regarde, en fait, ce qui se fait toujours dans le domaine de temps en temps. Mais je pense que j'ai pas cherché à vendre parce que pour le coup, j'étais pas dans cet état d'esprit en fait. J'étais dans un état d'esprit pour le coup de conviction, de chercher à mettre une empreinte sur. C'était assez complexe parce qu'en fait, l'outil en fait était assez perturbant, c'est-à-dire qu'on redonnait du pouvoir aux individus, du pouvoir sur
nos propres choix d'orientation professionnelle, de développement des compétences, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que remis dans les mains en fait, d'autres personnes, bah, on pouvait, entre guillemets, avoir quelque chose qui pouvait, entre guillemets, éthiquement devenir dangereux. Et ça, je ne le voulais pas. C'est-à-dire qu'on pouvait non plus suggérer vis-à-vis d'un algorithme qui allait puiser l'information sur une masse de données, mais on pouvait suggérer parce qu'en effet, on avait un partenaire en fait, qui avait payé une formation. Et moi, j'ai des partenaires qui sont venus pour ça, hein, des partenaires de formation qui sont venus dans la plateforme et qui nous ont dit très bien, mais par contre, il faut que tu nous orientes au moins un minimum de 5 personnes en fait, par jour sur nos formations. Bon, bah, OK, on vous sort alors. Et toute cette, ces 5 années, entre guillemets, de discussion avec les partenaires et ainsi de suite, ont fait qu'on s'est posé la question avec le CTO, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et si on revend, est-ce qu'on n'a pas peur qu'au final, demain, notre projet soit… Enfin, voilà. Le développement et jusqu'où ils vont. Eux, ils auront beaucoup plus a priori de savoir-faire par rapport à vous. Peut-être. C'est pas quelque chose qu'on a envisagé. Qu'ils avaient plus de… Ils étaient intéressés, donc c'est qu'ils avaient des objectifs et que normalement, ils doivent les tenir. Oui. Donc après, leur vendre l'entreprise ou vous, ça vous permettait de faire un point et de repartir sur d'autres projets. Mais c'est ce que… Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire après la liquidation, de toute façon. C'est-à-dire que le liquidateur, grosso modo, on lui faisait un chèque de 30 000 €, on avait l'entreprise. Après, il fallait investir, il fallait mettre des… Donc, que ce soit l'entreprise lyonnaise ou le groupe de Chalon, ils avaient tout en main, entre guillemets, pour réinvestir dedans et pour racheter, en fait, ce qu'il y avait. Donc, entre guillemets, j'ai fait. Par contre, avant, en amont, non, j'y ai pas pensé. J'avais pas ça en tête. Oui, je voulais savoir si aujourd'hui vous devez recommencer le projet à zéro. Quelles sont les 3 choses que vous devez faire et quelles sont les 3 choses que vous ne devez pas faire? Excellente question. Les 3 choses que je devrais faire, la première, c'est retrouver un cercle de compétences autour de moi, de partenaires, d'associés. Donc là, c'est parce que c'est ce type de projet. Alors, à nouveau, si j'avais à refaire ce projet, le projet que j'ai en tête, c'est pas le même, mais si c'était ce projet-là, c'est retrouver à nouveau les partenaires clés, en fait. Donc, à nouveau, les partenaires, pour moi, c'est aussi bien les collaborateurs que les personnes externes. Donc, ça, c'est la première chose à faire pour moi. La deuxième, pour moi, c'est en termes de statut, en termes juridiques, en termes de… c'est regarder, en fait, ce qui peut se faire, en fait. Enfin, il y a plein de choses au-delà des 3 choses. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de phosphorer. Si une étude de marché beaucoup plus approfondie, en fait, une étude de marché terrain, en fait. Pas pour se dire je veux répondre au marché, parce que là, on était en train de créer notre marché. Mais plus pour se dire, OK, quelles sont les inspirations et surtout, quel est le premier besoin, donc le premier petit produit, le tout petit produit que je vais pouvoir vendre, qui va faire que tous les mois, j'ai un matelas qui va pouvoir grandir. Et après, en effet, avoir la vision à long terme. Et donc voilà. Donc, voilà, grosso modo, c'est avoir le premier cercle, bien s'entourer avec des bons conseils, donc que ce soit avocat ou voilà, pour savoir où est-ce qu'on va. Et puis la troisième, c'est à nouveau faire une vraie étude de marché par rapport à ça. Les choses sur lesquelles… la première chose, c'est prendre mon temps. Ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et c'est que enfin, par rapport à qu'est-ce que je ne referai pas, c'est me précipiter. Voilà. Parce que
parce que la précipitation en fait amène les bêtises, amène le fait qu'il y a un moment donné, on se dit « Ah, bah, j'ai pas vu ça. Ah, purée, j'avais pas vu ça. » Enfin, voilà. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est ne pas hésiter à parler, enfin, trouver en fait fonctionnement pour parler aussi des problèmes. Ça, c'est quand on prend le bateau, en fait, quand on prend l'image du bateau dans la tempête, les personnes qui sont sur le bateau, ils sont sur le bateau. Ils sont tous à avoir les mêmes problèmes. Ce n'est pas des chaloupes qui sont à côté ou voilà. C'est vraiment tous dans le bateau. Donc, si c'est tous dans le bateau pour quand ça fonctionne, c'est aussi tous dans le bateau quand il y a des problèmes. Et donc là, pour le coup, en fait, ça, c'est des choses sur lesquelles il aurait fallu que voilà, j'avance plus. Et puis, chose que je ne referai pas, ça fait un peu partie de l'entourage, mais je ne referai pas forcément quelque chose. Je choisirais l'endroit où je crée en fait la structure, notamment à nouveau sur l'intelligence artificielle et sur. Je pense que, j'ai été très très souvent à la station F. Il y a un vivier de personnes qui est juste énorme. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'entreprendre en région, ce n'est pas mon propos. Mais quand il y a un moment donné où on veut recruter, où on veut accélérer sur le recrutement, il faut qu'on puisse avoir un choix, un véritable choix, notamment sur les développeurs, notamment sur les personnes. Et aujourd'hui, en fait, mon équipe était très bonne. En revanche, quand on a fait l'étude technique, quand la structure qui voulait nous racheter a fait l'étude technique, ils nous ont dit « mais comment ça a été développé, quoi ?» Et donc, je pense qu'il y a aussi un défaut de… Il m'a manqué peut-être un ingénieur ou deux dans l'équipe qui prennent le projet d'un peu plus haut et avec une vision beaucoup plus globale, en fait. Parce que en fait, j'étais avec beaucoup à nouveau de très bons techniciens développeurs, mais ils étaient le nez dans le guidon sans arrêt à dire « oui, mais si on ne fait pas ça, ça peut pas fonctionner. » Donc, si on peut… Et donc, du coup, en fait, ça a mis des temps et des délais en fait, qui étaient très, très importants. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir des personnes qui ont une vision beaucoup plus large, en fait. Et donc voilà. Donc, dans le premier cercle, j'irai chercher en fait ce type de profil. Donc, ce que je ne referai pas, c'est de partir, entre guillemets, avec des profils en me disant on va tous monter en compétences. On n'a jamais le temps de tous monter en compétences, pas au démarrage en fait. Donc voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais à nouveau, si j'avais à refaire en fait un outil comme celui-ci, aujourd'hui en fait c'est différent. Le projet que j'ai, je démarre ça différemment. Moi, j'avais à la fois une question et à la fois un bonjour à te passer, puisqu'on se connaît. Et donc, tu as le bonjour de Grégory. Ah, ok. Voilà. Avec qui j'ai toujours gardé contact. Grégory, Claire, Marie-Jeanne, on en parlait à l'instant avec Aurélien, parce que je ne sais pas si tu repères, mais Aurélien a aussi été à Prémisse à une époque. Oui, mais si, le visage me parle. Et en fait, je me posais la question, parce que là, récemment, on a entendu une entreprise locale dont j'entendais beaucoup de bien et à laquelle je croyais énormément, qui est en liquidation judiciaire et qui est en attente en fait, d'une reprise à la barre du tribunal. Et je me demandais si toi, tu avais vécu cette expérience à un moment donné de se dire, finalement, est-ce que le dernier recours, est-ce qu'il y a encore des actifs aujourd'hui de managers de talent, ou est-ce que… Ils sont dans quel domaine ? Ils sont dans le domaine du tourisme durable. Ok, et il y a en termes d'actifs, en termes d'applications, il y a des choses ? En fait, si tu veux, tout ce qu'il y a à reprendre, c'est toute la partie techno, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vendre et donc de valoriser, mais à un moment donné, quand tu arrives et que tu es acculé par les dettes, finalement, tu te fais racheter pour l'euro symbolique. Donc, la question est-ce qu'à un moment donné, c'est une piste que toi, tu as eue, de se dire, ok, tant pis, je ne vais pas me faire racheter 1 million, 10 millions, mais je vais quand même avoir quelqu'un qui va me réembaucher en tant que gérant de ma structure. C'est ce que j'avais dans me racheter mon fonds à 1 euro. Voilà. En fait, c'est ce que j'avais dans le groupe chalonnais en fait, qui devait me reprendre. C'était ça, en fait.
Mais en fait, pour la petite histoire, donc ça a commencé à dire on va mettre donc 100 000 € sur un compte et on crée tes statuts et tu vas devenir gérant. Bon. Tu avais proposé d'être intérimaire, c'est ça? Après, derrière, ils me disent finalement, tu vas commencer par de l'intérim, le temps qu'on fasse les statuts. Et puis, ils sont allés voir le liquidateur. On y a été ensemble, le président et moi. On a été ensemble voir le mandataire à l'époque. Ce n'était pas encore le liquidateur. Il lui dit, OK, donc pour 30 000. Le mandataire dit, OK pour 30 000, pour racheter la notoriété, la vidéo, en fait. Manager de talent, c'est ça, ça a un prix. Donc là, c'était 30 000. Et puis le président, donc le temps passe, et puis le président finalement dit peut-être pour 15 000 finalement c'est bien. Hein. Et puis bon, allez, 1500, on va lui faire un chèque de 1500, on lui fait une offre, et donc ils ont fait une offre à 1500, et au final en fait le liquidateur a dit non. Donc du coup ça s'est arrêté comme ça. Mon avocate aujourd'hui, donc pour défendre en fait tout ça, me dit mais Pascal, là, entre guillemets, ce qu'ils sont en train de te dire au tribunal, c'est que pendant 5 ans, vous n'avez rien fait, en fait. Parce qu'en termes d'actifs, en fait, le mandataire dit que c'est 0, parce qu'il ne comprend pas, en fait, toutes les lignes de code qu'il y a derrière. On n'a pas déposé de brevet, on n'a pas créé un code, c'est du PHP, enfin, c'est MySQL, enfin bref, il y a tout, c'est de la techno normale, quoi. Et donc tout ça, en fait, le mandataire, liquidateur, ils disent non, ça vaut rien. Et donc voilà, donc s'il y a un conseil à donner, s'il trouve en effet un repreneur, il faut y aller. Maintenant, ça peut prendre du temps. Il y a aussi des belles histoires où en effet, il y a un repreneur qui a repris à la barre du tribunal et derrière, ça c'est reparti. Parce qu'il y avait des fonds derrière, parce qu'on a changé un peu le management, parce que plein de choses. Bon, très bien. Et donc, par contre, le liquidateur, ce n'est pas lui qui vous trouvera la personne. Ça, c'est aux dirigeants d'aller chercher. La personne a clairement exprimé le fait qu'à un moment donné, pour paraphraser, c'était un peu le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour elle, c'est une façon de faire abstraction d'une difficulté du passé et puis de repartir à zéro, c'est-à-dire à partir du moment où de toute façon tu as touché terre, finalement tu ne peux pas descendre plus bas, tu peux que remonter. Après, je me pose aussi plutôt la question capitalistique, c'est-à-dire que finalement comment tu vis les choses derrière, de te dire que c'est ta création, et puis que finalement tu es actionnaire à 100% au démarrage, et puis là en fait le repreneur il va rentrer au capital de l'entreprise, donc du coup tu deviens quoi? Est-ce que tu deviens quand même minoritaire? Tu vois, de toute façon tu deviens minoritaire, et je te dirais, est-ce que c'est grave au final en fait? Je dirais, est-ce que c'est grave parce qu'au final, en fait, l'important, c'est, entre guillemets, la survie de ton projet. Et si tu peux en faire partie pour faire en sorte que votre projet survive avec tes valeurs, tant mieux. Après, c'est une histoire, en effet, de sous, c'est une histoire de revente, c'est une histoire de… Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Si ça se trouve, il y a moyen de renégocier à un moment donné la valorisation de la société. Il y a plein de choses. En revanche, dans l'urgence, ce qui est important, c'est de pouvoir rebondir. Parce que plus les mois passent, moins il y aura de repreneurs. Et on le sait sur la techno, sur plein de choses. En fait, Donc, si elle a la chance de pouvoir trouver quelqu'un qui reprend, faut qu'elle y aille. Les modalités, on les verra, elle les verra après. L'important, c'est de trouver du job, c'est de pouvoir faire le projet en fait sur lequel elle s'est investie au départ. Et oui, en effet, ça fait un peu mal des fois en fait de se dire j'avais une bonne part en fait du capital et aujourd'hui je suis hyper dilué. Il y a un très bon livre là-dessus en fait qui a été écrit par le patron de Criteo, l'ex-patron de Criteo, qui est on m'avait dit que c'était impossible. C'est un très bon livre, ça commence comme ça, hein. Ça commence par je suis devant la tour de Manhattan qui affiche comme quoi je viens de rentrer en bourse. Bon, c'est mon entreprise qui vient de rentrer en bourse et moi j'ai que 5%. Mais elle est rentrée en bourse, quoi. Donc 5% de plusieurs millions, c'est toujours plus intéressant que 100% de rien.
Non, mais oui, pour rebondir, 100% de zéro, ça fait zéro, quoi. Donc, des fois, il vaut peut-être mieux 2% de quelque chose qui est valorisé que 100% de zéro, parce qu'après, c'est que de l'ego, en fait. Finalement, oui, j'ai toute ma boîte, mais elle ne vaut rien, quoi. Donc, je rejoins totalement cette vision, quoi. Et la confiance en soi, enfin, il y a plein de choses qui sont chamboulées après. Donc, Alors, s'il y a encore une dernière question, parce qu'en fait, on était très, très, très intéressés, puis on pourrait y passer encore 1 heure de plus. Deux petites questions. Alors, je suis désolé, elles sont peut-être un petit peu directes, un petit peu dures, mais j'assume. La première, tu as très, très peu remis en cause le produit ou le projet ou le service depuis 2 heures. C'est parce que tu continues à y croire à 300% ou tu te dis, enfin, voilà, j'ai pas senti un moment où tu disais, bah, en fait, peut-être que le produit n'était pas le bon, ou peut-être que je ne l'ai pas du tout entendu. Et puis l'autre, est-ce que tu ne crois pas, j'ai aucun avis sur la question, que tu t'es accroché un peu trop longtemps sur le truc, c'est pas un moment, il fallait couper la branche plus vite et c'est plus violent, mais voilà. Alors, je valide les deux. En effet, en fait, je me suis accroché. C'est-à-dire que non seulement je me suis accroché, mais ça se voyait entre guillemets trop sur les pitchs. C'est-à-dire que j'étais tellement technique, même là, en fait, sur la vidéo, il y a des moments où je me dis, mais purée, mais pourquoi je vais parler de ça, en fait? C'est pas ça, en fait. C'est pas ça pour vulgariser, entre guillemets, mon produit, c'est pas ça. La dernière question qu'il pose, mais au final, demain, vous allez pouvoir accompagner les personnes qui n'ont pas de CV. Grosso modo, j'aurais dû faire mon pitch là-dessus, en fait. Et donc, du coup, changer le produit. Tout au moins, apporter qu'une partie du produit et on verra le reste après. Donc ça, c'est vraiment un véritable apprentissage. C'est à nouveau, j'ai voulu construire la Ferrari avant de construire la trottinette. Et puis, oui, je me suis accroché, mais c'est ce qui est hyper important d'avoir autour de soi des personnes qui sont dans la bienveillance et qui sont dans la capacité, en fait, de te faire prendre justement cette distance. Dans les investisseurs que j'avais, j'en avais un qui était en train de se former au coaching, justement. Et si j'avais, entre guillemets, à refaire ce type de structure, je pense que je prendrais un coach, personnellement. Parce que j'ai un de mes amis, en fait, qui a monté une agence web sur Paris qui est juste énorme, enfin, revendue, et ainsi de suite. Et il me dit, moi, ça fait 15 ans que j'ai un coach. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'à un moment donné, tu as quelqu'un qui t'aide à prendre de la hauteur. Quand tu es le nez dans le guidon, le produit qui ne sort pas, et ainsi de suite, oui, en effet, il y a un moment donné, en fait, j'aurais dû peut-être me dire, il faut que je fasse ça différemment. C'est le produit, pour le coup, je n'ai pas encore remis en question le produit. Le produit, je reste persuadé que c'est un produit qui a un avenir parce que pour l'avoir montré à toutes les personnes, que ce soit à nouveau chez Pôle emploi, c'est notre premier partenaire. La négociation, elle était sur savoir où est-ce qu'on allait mettre la donnée. Mais sinon, en fait, on était parti pour avoir tous les demandeurs d'emploi en fait, référencés sur la plateforme. Parce qu'en effet, ils trouvaient ça intéressant de pouvoir… Et ils ont des outils en fait, qui ressemblent à peu près. Après, voilà. Mais donc, le produit, oui, on était dans la sphère, entre guillemets, techno dans laquelle on était en fait dans un produit normal. Quand on fait Vivatech en 2017, donc on fait les 3 jours de Vivatech avec une borne où on présente le produit. C'est là où en fait on a des RH de grandes entreprises qui passent et qui nous disent au final le produit pourrait nous intéresser. Enfin oui, on est dedans en fait. Donc je ne pouvais pas remettre en question le produit. En revanche, il aurait fallu que je remette en question le procédé en fait pour atteindre le produit et dire vraiment on commence par un bout. Et ce bout, on le développe. Après, on le développera. Mais on commence par un bout. Et non pas avoir l'ensemble. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Je voulais mettre la dernière slide, mais c'est pas grave. Non, ben vas-y, mets ta dernière slide. J'envoie le… Ouais.
Ah, parfait. Eh ben voilà, donc c'est le moment de prendre les coordonnées téléphone et puis mail. On souhaitait, en tous les cas, avec Fiona et puis Anne-Sophie, te remercier pour… c'est pas si simple, en fait, l'exercice, je trouve. Hein, c'est pas si simple, cet exercice, de revenir pour reprendre tes propos sur une belle aventure, mais qui n'a pas été de tout repos quand même, et te livrer, je trouve, mais alors avec une grande sincérité. Et je trouve qu'en fait, le témoignage, de par ta sincérité et puis la facilité que tu as eue à te remettre en question et à prendre du recul, j'en suis certain, au vu des questions, hyper intéressantes pour ceux qui ont pu t'écouter. Donc, je tenais vivement à te remercier. Merci pour votre écoute. En fait, je pense que c'est un investisseur qui me disait ça. Il me disait, tu n'es pas un chef d'entreprise, tu n'es pas un dirigeant, tu es un entrepreneur. Et je pense que c'est la faculté des entrepreneurs de pouvoir rebondir. Après, il faut en effet s'entourer du chef d'entreprise ou tout au moins prendre du chef d'entreprise pour pouvoir gérer. Mais entreprendre, voilà. Ouais, puis en coaching, en fait, on dit aussi que quand on est au plus bas, c'est là où on apprend aussi à rebondir. Donc, en fait, c'est un petit peu, je pense, un mélange de tout ça. En tous les cas, merci de la part de nos 3 structures. Et je donne rendez-vous demain, ça sera donc de 10h30 à 12h30, avec un autre témoignage, puisque là, c'est Julien Lardet de Cocolis qui reviendra sur une levée de fonds qui lui a permis de booster sa croissance. Donc, rendez-vous